Dans la correspondance de Carl Schmitt et d'Ernst Jünger, les évocations d'auteurs allemands, mais aussi français, font partie d'un feu d'artifice intellectuel montrant combien tous deux étaient fins connaisseurs de la culture et la littérature française. Dès 1938, le nom de Rivarol apparaît dans leurs échanges épistolaires. Nulle mention en revanche de Chateaubriand, qui semble être la chasse gardée de Jünger. Le père de France est moult fois cité dans le roman Héliopolis en 1949, dans la préface de la traduction Rivarol, puis dans son roman Eumsville en 1977. Précisons encore que les références les plus significatives sur Chateaubriand figurent dans la première version d'Héliopolis. Le retravail de l'auteur sur son texte allait faire disparaître beaucoup de mentions des éditions ultérieures. Pour Ernst Jünger, 1949 fut, après les épreuves liées à la Seconde Guerre mondiale, une année faste qui scelle ses retrouvailles avec ses lecteurs. Après avoir quitté les terres de Basse-Saxe, dans la zone d'occupation anglaise, où il était interdit de publication, Jünger s'est établi près du lac de Constance, région sous domination française, qui lui autorisait la publication de ses ouvrages. Dans les 4 années du juste après-guerre, Ernst Jünger fut, selon ses propres termes, au cœur d'une polémique. Le chantre des combats de la Première Guerre mondiale avait-il été ou non le précurseur du national-socialisme? Il fut la seule personnalité de la vie intellectuelle allemande à se trouver, après 1945, ainsi balancé dans des remous contraires entre louange inconditionnelle et rejet viscéral. Ernst Jünger indifférent, non aux critiques négatives qu'il lisait, mais aux modes. Étranger au mot d'ordre, menait plusieurs fronts, plusieurs travaux en même temps. De janvier à mars 1949, il faisait publier à Tübingen 2 écrits, son journal Radiation, qui couvre la période de 1941 au 11 avril 1945, et enfin l'écrit La paix. Et surtout, de janvier à mars 1949, Jünger rédigeait l'histoire d'une cité imaginaire que ses rêves et réflexions arpentaient depuis 2 ans. L'opus romanesque Héliopolis, regard rétrospectif sur une cité. Ce roman était sous presse à l'automne de la même année, soit 4 ans après l'épilogue d'une guerre de 30 ans qui avait confirmé la fin de l'hégémone européen sur le monde, ébranlé jusque dans ses fondements l'État allemand, devenu objet de partage, la fin d'une guerre, enfin, qui avait jeté sur les routes des peuples des armées immenses et dans le ciel une bombe cosmique, comme il le disait. Les survivants avaient vécu des catastrophes qui étaient naguère connues que par des chroniques fort anciennes. Ajoutons aux épreuves la solitude existentielle des hommes dans un monde désacralisé. À la date du 10 février 1945, Ernst Jünger remarquait que l'appauvrissement métaphysique de la jeunesse est terrifiant. Constat repris dans Héliopolis. La population est majoritairement affaiblie spirituellement en dépit d'un prêtre dont la présence bienfaisante mais tenue souligne l'importance de la foi comme guide des affaires privées et finalement politiques. La foi serait donc un rempart, une consolation pour certains, quand la peur fait gagner au plus grand nombre sa servitude. Que reste-t-il alors à l'homme, si ce n'est la certitude dévorante d'avoir vécu un passé supérieur au présent, de souffrir d'un temps qui lui est étranger? Les lecteurs de 1949 attendaient donc un livre événement à dimension métaphysique, car il s'agissait bien de donner un sens, aussi redoutable fût-il, à ce passé encore brûlant. Le roman, qui entre dans le genre de la science-fiction, est une vaste réflexion sur l'ordre et le chaos. Les événements décrits se produisent quelque part dans un futur déjà passé, dans une cité-État utopique, à une époque troublée entre l'effondrement du premier impérium mondial et l'effondrement du deuxième. Le roman fut diversement accueilli. Contentons-nous ici de citer le malaise ou l'irritation des proches. Le bouillant Armin Müller, secrétaire de Jünger, parlait d'échec, déplorant qu'Héliopolis fût éloigné de la vision grandiose du travailleur de 1932. Quant à Carl Schmitt, même si le roman mène une réflexion sur les importants concepts de légitimité et de légalité qu'il avait traités en 1932, Schmitt devait vitupérer la platitude pour lui d'un personnage représentant les communautés ethniques ou religieuses persécutées, la Parsi Boudour-Péry. Et, comme beaucoup, être sceptique
quant à la fin du roman. Échappé aux contraintes de ce monde et du temps à bord d'un vaisseau spatial est bien nébuleux. Ce roman est pourtant riche d'enseignements et l'époque qu'il décrit présente des similitudes avec le présent de la fin des années 40. Reportons-nous à l'état des lieux de la cité que dresse le général, chef du principal protagoniste Lucius de Geer. Nous vivons dans un état de fait où les liens anciens se sont perdus depuis longtemps, dans une situation d'anarchie. Nul doute que des changements sont nécessaires. L'étude de l'histoire fut pour l'esthète Jünger une source de curiosité, d'inspiration métaphorique, lui permettant d'une part de clarifier le déroulé événementiel, d'expliquer les heures et les malheurs des peuples, de saisir le tragique des destins sans que jamais ceux-ci n'apparaissent comme les fantômes du passé. Ernst Jünger et la France. En intensifiant son dialogue presque amoureux avec la culture voisine, il a souvent été amené à hanter, comme pour mieux éclairer les destins de nos peuples, la douceur et les dangers de nos jardins à la française. Jünger semblait posséder l'intuition de ce que furent les années avant la tempête, qui devaient assombrir le ciel français, puis européen, et menacer les ordres séculaires. Alors que, le 5 novembre 1945, Ernst Jünger pense aux mots de son époque, il note dans son journal « Parfois, j'ai l'impression que toute la misère de nos jours a commencé par l'exécution de Louis XVI. » Poursuivant ses réflexions sur les péripéties cruelles de la fin du XVIIIe, il précise une date. L'année 89 marque l'un des points de flexion essentiels. La Révolution française, fait historique aux causes multiples et lointaines, constitue bien sûr une césure de nos sociétés européennes, car elle devait faire chanceler le monde et entamer les consciences. Et bien sûr, on pense au déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, et on connaît la dette intellectuelle que Jünger a contractée envers lui. Spengler dit que les révolutions américaines et françaises signalent la fin d'une époque, celle de la culture, et laissent augurer celle de la civilisation, ce qui implique, toujours selon Spengler, la dissolution du corps ethnique en masse informe, anorganique et cosmopolite. 1789-45, 2 années, 2 temps historiques qui portent chacun la marque d'une conjecture bien précise. Mais leurs points communs sont les grands et profonds bouleversements qui invalident tout retour en arrière. Les Allemands furent autant marqués que leurs voisins par les convulsions du XVIIIe siècle, mais différemment. Ils eurent le jaillissement littéraire du Sturm und Drang, comme le rappelle Héliopolis. En ce temps-là, les Français avaient sans doute saisi plus clairement le grand changement de toute chose, mais les Allemands plus en profondeur. Pour eux, l'homme nouveau était une promesse, non un but. Et parce que les Allemands avaient échappé à la terreur, peut-on rajouter, ils eurent le recul de la réflexion. L'évocation symbolique d'une bataille navale permet d'éclairer le rôle que Jünger donne à Chateaubriand. Dans l'engagement des Syrtes, peu avant que le régent décide de se retirer d'Héliopolis et de rejoindre la paix des espaces sidéraux, 2 flottes viscéralement ennemies s'affrontent. Tout lecteur de Jünger, coutumier du symbolisme jüngerien, sait la valeur que prend le bateau dans l'œuvre, symbole de l'éphémère, du périssable, depuis le naufrage du Titanic. Aussi, ce combat naval souligne-t-il les fluctuations, les agitations de l'histoire. La compétition dépasse le cadre de la cité-État. 2 choix antagoniques de société vont se livrer une bataille idéologique. Quoi d'étonnant à ce que les vaisseaux qui vont s'affronter imposent, par leur nom et dans une arrogante provocation, la vision redoutable de leur figure de proue. Le vaisseau amiral de la Ligue est le Giordano Bruno, et il commande le Brutus, Copernic et Robespierre. Voilà cités les tenants d'une modernité dirigée par l'intelligence humaine, puissante et visionnaire, qui brave les bûchers de l'Inquisition. 2 Brutus pour incarner la vertu austère de la République. Le premier qui remémore la chute de la royauté et le deuxième, vertueux et tragique selon Plutarque, la volonté d'enrayer toute restauration, même par le meurtre du père adoptif. Ce nom, qui jouissait des faveurs révolutionnaires, avait été adopté par Lucien Bonaparte, le cadet de Napoléon. Copernic marque la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui nous fait passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, entrer dans un monde qui devenait relatif. Et c'est à ce mouvement des idées que s'allie la domination jacobine et régicide, emmenée par le seul nom de Robespierre.
La vision de cette armée en mer a pu provenir d'une phrase prononcée par Saint-Just à la Convention. Ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de ce qui est opposé. Et d'une réalité révolutionnaire encore plus récente, comme Ernst Jünger le rappelle dans son journal. Je cite, « Les bolcheviks s'accrochent aux jacobins comme à un tuteur, et par le détour de la pensée hegelienne, et directement, ils donnent le nom de Marat à l'un de leurs cuirassés. Ces vaisseaux au nom redoutable affrontent ceux qui l'opposent à toute forme de révolution, et ils vont sombrer sous les feux conjugués du Saint-Louis, du Carolus Magnus et du Chateaubriand. Le camp adverse est placé sous la protection de deux souverains, symboles resplendissants de pérennité, la puissance à la fois spirituelle et temporelle, celle qui fonde le pouvoir et légitime l'obéissance. Saint-Louis, l'ancêtre de la dynastie capétienne, qui sut imposer l'autorité royale bien au-delà des limites du royaume des Fleurs de Lys, et Charlemagne, qui dessinait les contours de la chrétienté médiévale. Aux ancêtres dynastiques s'est joint un champion de la légitimité qui ne peut prétendre au statut de devancier idéologique, mais qui nous rappelle que certains perçurent l'époque, suivant le siècle révolutionnaire, comme orpheline de père dont le roi était l'emblème. Et voilà que Jünger contraignait Chateaubriand à devenir le doctrinaire contre-révolutionnaire par excellence. Pourquoi avoir choisi Chateaubriand pour incarner la Restauration ? Metternich, voire Adam Müller, que Carl Schmitt a déjà éreinté en 19, aurait mieux tenu ce rôle. La beauté et la force suggestive de ce patronyme inspirent à lui seul la puissance et la constance, plus encore pour tout lecteur de Jünger. Il suggère cette terre des castels, ce Burgenland mythique qui génère des princes, résolus à affronter les bêtes monstrueuses, déterminés au sacrifice comme Sunmira dans les falaises de marbre. Pour un germanophone instruit, le nom flamboyant de Chateaubriand est certes étranger à sa langue maternelle, mais il rappelle la grandeur d'un destin et d'un passé commun. Le lecteur français opposera que la Révolution comptait d'autres adversaires déclarés. Ainsi, les théoriciens du droit divin, Louis de Bonald, Joseph de Maistre, cités dans Héliopolis et dans la correspondance de Jünger et Schmitt. La France contre-révolutionnaire, au XIXe siècle, c'est bien sûr Chateaubriand, mais aussi Balzac et aussi Berryer. Le Chateaubriand de Jünger, c'est ce fils de vieille noblesse, hostile à la révolution beauté, impériale, car elle avait sacrifié le duc d'Enghien. C'est le père d'une France restaurée qui conduit l'opposition ultra-royaliste et se bat pour conserver les saines doctrines. C'est enfin celui qui, fidèle à l'esprit de la tradition monarchique, entre en rupture avec l'ordre bourgeois de Louis-Philippe, car la maison d'Orléans, depuis le régicide Philippe Égalité, ne saurait prétendre à une quelconque légitimité. Alors, avoir pétrifié ainsi Chateaubriand dans le rôle d'un personnage monolithique peut sembler injuste, car l'émigré s'était certes battu contre la Révolution française en 1792, avait été blessé, mais il avait aussi condamné l'Ancien Régime. Il avait, au moment de la prise de la Bastille, il avait eu de la répulsion en apprenant le massacre de la garnison, mais en même temps, il avait eu l'espoir en une répartition plus équitable des richesses, en la fin de la corruption des mœurs. Ernst Jünger défend sa perception de Chateaubriand en donnant la parole, dans son ouvrage, à deux représentants de factions rivales et viscéralement opposées, au chef hiérarchique du commandant Lucius de Geer et à un membre des Maurétaniens. Parlant à Lucius, le général émet un avis catégorique. Il faut exclure des postes de direction et les purs techniciens et les romantiques. Ce qui nous amène à considérer brièvement les rapports de force exercés par quatre puissances qui déchirent la cité-État. Le régent, qui incarne l'autorité spirituelle et la puissance du pouvoir politique, s'est retiré dans des espaces sidéraux et reviendra 25 ans plus tard. Le proconsul, au pouvoir limité, Lucius de Geer dépend de lui, représente le dernier pouvoir légal et s'appuie sur les ruines de la vieille aristocratie et du parti sénatorial. Le bailli, figure du parfait technicien, prend appui sur les ruines des partis plébéiens. Il exerce une tutelle tyrannique et cruelle sur le territoire d'Héliopolis, nivelant, atomisant et pratiquant la mise au pas de ce qui reste de la société en vue d'obtenir un ordre abstrait. Profitant de l'anarchie politique, les Maurétaniens, membres d'une société secrète avide de pouvoir au service d'intérêts inavouables, détiennent désormais les hauts postes de la cité. Esprit froid,
Ces barbares d'un nouveau genre bafouent la dignité humaine et s'arrogent le droit de vie et de mort pour asseoir la terreur. Et dès le début de la fiction littéraire, les Mauritaniens expriment leur dédain quant au rêve de restauration. L'un d'eux, soulignant avec complaisance « N'est-ce pas prendre les armes de loin, d'espaces très reculés et du temps le plus ancien ?» Qui se trompe ainsi d'âge ressemble finalement à l'aïeul Chateaubriand. L'homme fort vit dans le présent et part de lui pour modeler l'avenir et le passé. Chateaubriand est aux yeux des Mauritaniens la figure emblématique de l'homme romantique. Il est celui qui plaide pour une cause perdue. Cet homme-là, devenu étranger aux implications spatio-temporelles du monde dans lequel il est né, souffre du destin douloureux de l'exilé, chassé d'un paradis perdu, comme Jünger l'écrit dans Héliopolis. Cette inadaptation au temps n'exclut pas une supériorité intellectuelle, car les analyses politiques peuvent être fondées. Chateaubriand voyait comme Tocqueville la montée inéluctable d'un âge démocratique qui fondait sa légitimité sur les masses. La représentation que l'on pouvait avoir du bonheur humain a changé entre les XVIIIe et XIXe siècles. À écouter le conseiller aux mines d'Héliopolis, la conception du bonheur repose en grande partie sur les rêves de Chateaubriand, qu'il ne faudrait pas rabaisser. Mais pour Lucius de Geer, ces rêves restent des illusions, car les masses éprouvent une aversion profonde pour le pouvoir légitime, pour tout ce qui touche au pays des Castels et à l'ancienne chevalerie, et elles préfèrent le malheur que leur fabriquent leurs propres tyrans et techniciens. Les restaurations s'avèrent impuissantes à remédier à une perte dont la problématique échappe à l'humain. Chateaubriand avait connu cette séparation irréversible qui distingue le passé du présent et brise la tradition de telle manière que l'on est tout à la fois libéré et orphelin. Ernst Jünger, de par ses expériences historiques, était sensible à la nostalgie poignante qui incitait les romantiques déçus des Lumières, à vouloir rassembler les morceaux épars d'une unité brisée et de ressusciter une perfection perdue. Doit-on réintégrer un âge d'or utopique ? Bien sûr, oui, affirme le surintendant des mines d'Héliopolis. Le fait que les romantiques ne puissent rompre avec leurs souvenirs constitue un verdict pour Jünger, car la vision qu'ils ont du monde est anachronique. Ici, bien sûr, on rejoint cette grand-peur de l'histoire qu'a si bien décrit Mircea Eliade. Cernant ainsi les structures de la pensée utopique, Ernst Jünger rappelle que l'on ne saurait figer un peuple dans un type de société au nom d'un rêve, d'un passéisme inadapté qui méconnaît les roses du temps. Et puis, il y a aussi cette conversion. Chateaubriand incarne pour Ernst Jünger l'esprit passéiste du XIXe siècle à cause de cette conversion du génie du christianisme qui parut en 1802 et qui avait transporté le débat religieux devant un public cultivé, lassé des autels de la déesse raison, et qui retournait après le concordat de 1801 au culte catholique. En butte aux sophistes, dont le domaine était la seule raison, à l'ironie de Voltaire en son temps, qui s'était moqué des mystères, Chateaubriand avait riposté par la poésie, l'imagination, les intérêts du cœur, et jeté, comme remarque Jünger, une ombre sur la philosophie des Lumières. Chateaubriand, le romantique, s'était dressé contre le rationalisme, dont les explications de la vie étaient jugées insuffisantes. Et à la même époque, dans les terres allemandes, une vague de conversion de protestants au catholicisme étonna jusqu'à Goethe. Friedrich Schlegel, Friedrich von Gentz, Adam Müller. Or, ce phénomène de conversion évoque ce que Spengler devait nommer la seconde religiosité, pâle reflet de ce que fut jadis une véritable religion. Jünger devait reprendre à son compte ce concept et en livrer dans l'essai Le mur du temps les caractéristiques. Piétisme, volonté d'un retour romantique, conversion croissante des athées, mais un cruel manque de substance. Donc par la figure de Chateaubriand, Jünger devait pointer la stérilité du vouloir restaurer. On pénètre à l'intérieur de palais devenus inhabitables. C'est le sentiment qu'inspirent de nos jours les œuvres de Chateaubriand, de Demestre, de Nosocortès et largement aussi celles de Burke. Dans une rencontre dangereuse qui a été évoquée tout à l'heure, il est dit
En 85, jadis, Ducasse avait rêvé de restaurer autour de lui la vieille société, avec ses formes, ses couleurs, sa gaieté. Il avait fallu apprendre que semblable vœu conduit dans le meilleur des cas aux illusions réussies des bals masqués historiques. Et avant, en 77, l'historien Martin Venator du roman Eumespil présente encore Chateaubriand comme chef de file du mouvement conservateur. D'ailleurs, il est faux de dire que j'attends le retour du passé comme Chateaubriand ou, comme Boutefeu, l'éternel retour. Je laisse cette marotte en politique aux conservateurs et dans l'espace cosmique aux astrologues. Si Jünger a fait sienne une leçon de l'histoire, et dès les années 20, c'est qu'il ne faut pas tenter de consolider ce qui tombe en ruine, qu'il faut chercher ce qui est adéquat au temps dans lequel on vit. Et enfin, il faut accepter le vouloir de l'histoire et relever ses défis, tous ces défis. Je vous remercie.